président du conseil d'administration, Jean-François Desmazières, parce que c'est le conseil d'administration qui s'occupe du contrôle de la gestion de l'ASECNA. À mes côtés, le président du conseil du comité des ministres, son Excellence Samuel Dinis Manuel, qui est ministre des Transports et de la Communication de Guinée-Bissau et qui est donc venu à la fois en voisin et en tant que président du comité des ministres pour nous dire, je suppose, monsieur le ministre, toute l'estime dans laquelle vous nous tenez. Et donc, le conseil d'administration rend compte au comité des ministres de ce qui se passe dans la maison gestion quotidienne. Le comité des ministres, lui, donne les instructions stratégiques et politiques à la SECNA. Et comme cette conférence de presse qu'on vous a proposée il y a 3 semaines est placée sous le signe de la bonne gestion et de la comptabilité bonne et qui va en s'améliorant, il n'y a pas du tout de secret ni de langue de bois. L'agent comptable, M. Brice Ondongo-Ezé, et l'inspecteur général, M. Ivioc, sont avec nous. Préalable, alors, il faut rendre à César ce qui est à César. On n'avait pas prévu de faire une conférence de presse à l'issue de ce conseil d'administration. Et puis finalement, un grand hebdomadaire parisien nous ayant percuté, on s'est dit qu'on était mauvais parce que si ce genre de choses arrive, c'est sans doute parce qu'on ne communique pas suffisamment bien. On l'avait en tête déjà, on s'était dit il faut absolument qu'on fasse une grande opération de communication pour le 60e anniversaire, le 12 décembre 2019 à Dakar. Et donc, on avait un peu tout repoussé au 12 décembre 2019. Bon, dans la mesure où Jeune Afrique a posé un certain nombre de questions, on s'est dit que, à l'humble niveau du conseil d'administration et des corps de contrôle, il valait mieux qu'on traite tout de suite avec vous les questions qui ont été posées sur la gestion et sur les comptes, de manière à vous donner de manière transparente et puis en questions-réponses toutes les informations dont vous avez besoin. Et mon Dieu, on gardera le stratégique et le politique pour le mois de décembre, pour le 60e anniversaire. Ça vous permettra sans doute de hiérarchiser et de préparer les choses. Alors, l'image qui est au tableau, comme vous le voyez dans un coin, il y a l'horaire, 16h16 minutes et 39 secondes. C'est du direct, hein. C'est un contrat que nous avons avec une société américaine, Aireon, qui vous rappelle notre métier. Donc sur nos zones de compétences entourées en jaune, vous voyez les points blancs qui se déplacent. Alors ils se déplacent, c'est un peu gros comme définition, mais ce sont des avions qui sont en train de passer. En tant que budgétaire, moi je vois voler de la redevance. Mais enfin, d'abord, il faut que ces avions passent, que ces avions soient tracés, qu'ils soient surveillés, qu'ils soient accompagnés, qu'on réponde aux demandes, etc., etc. Donc ce fond de carte vous rappelle les fondamentaux du métier de l'agence, sa première priorité. Accessoirement, vous voyez quand même que c'est un peu moderne et qu'on est branché ici sur des satellites de télécommunication dont un canal a été réservé pour communiquer avec les transpondeurs des avions de ligne. On nous renvoie l'image, mais ça c'est le DG parce que c'est lui l'ingénieur, c'est pas moi. Donc, bienvenue à tous, merci d'être venus. On va essayer de vous donner tout ce dont vous avez besoin. La SECNA est un service public international, elle doit répondre à vos questions, elle doit vous rassurer, c'est évident. Donc on est là pour ça. On va juste vous faire un quart d'heure de présentation. On n'évitera pas les questions soulevées par l'article de Jeune Afrique. Au contraire, on va essayer de les remettre en perspective. Je rappelle que votre collègue à Paris ne nous a rien demandé. Il a eu un document, il l'a pris, il a fait ce qu'il a fait avec, mais il ne nous a rien demandé. Donc c'est important qu'on fasse cet exercice de transparence et d'explication. Donc, je vais d'abord sur la performance technique et opérationnelle de l'agence, parce que c'est fondamental, donner la parole au directeur général pour qu'il vous explique quand même que la mission sécurité est accomplie. Donc DG, c'est à vous pour ces diapositives
qui vous appartiennent. Merci, Monsieur le Président. Bonsoir tout le monde, mesdames et messieurs. C'est donc avec plaisir que nous vous accueillons au siège de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. L'occasion pour nous, une bonne occasion de vous parler de l'ASECNA, un organisme technique, un organisme qui rend un service public international. Et de ce point de vue, il a un certain nombre de performances qui sont attendues de cette organisation. Ces performances opérationnelles, comme vous le voyez ici sur le tableau, ce sont des indicateurs fixés par le comité des ministres de l'ASECNA et auxquels le directeur général de l'ASECNA devrait déférer, réussir à les réaliser et à maintenir l'ASECNA dans sa capacité de rendre un service de sécurité de la navigation aérienne de qualité. Cette qualité apparaît parfaitement quand vous voyez le nombre de vols que nous gérons. Donc pour l'année 2018, par exemple, nous avons géré 599 905 vols. Et en termes de qualité de service, nous avons eu 4 AirProx pour 100 000 vols. AirProx, cela signifie le fait que des avions se soient trouvés dans une situation qui pourrait entraîner un conflit, mais c'est sans danger. C'est une performance qui représente 0,84% pour 100 000 vols réalisés et contrôlés. C'est la meilleure performance mondiale de l'année en matière de sécurité de navigation aérienne. Je dis bien meilleure performance mondiale de l'année. Le deuxième élément important, c'est le nombre de pertes de séparation entre un pilote et un contrôleur de la circulation aérienne de l'ASECNA. Vous voyez que là, nous sommes en net progrès. Nous sommes passés à 6 pertes de séparation en 2014, 4 en 2015, 4 en 2016, 3 en 2017 et 2 en 2018. Les pertes de séparation, ce sont des situations qui peuvent se présenter pour des défauts de communication, par exemple. Et donc, on voit bien que ce sont des incidents qui sont obligatoirement recensés pour essayer de faire toujours mieux. Et on voit parfaitement qu'au cours des 5 dernières années, l'ASECNA a été en permanence dans une situation d'amélioration de ses performances de ce point de vue-là. Maintenant, le dernier élément, le plus important, c'est le nombre d'accidents liés au système ATM. L'ATM, c'est Air Traffic Management, la gestion du trafic aérien. Et vous voyez que l'ASECNA est l'un des opérateurs du monde le meilleur. Sur les 5 dernières années, nous avons eu 0 incident. C'est ce que vous voyez sur ce tableau. Pour 2014, 0, 2015, 0, 2016, 0 incident, 2017, 0 incident et 2018, 0 incident. Voilà ce que l'ASECNA, en matière de capacité et d'aptitude à rendre un service de sécurité de navigation aérienne en Afrique. Donc la sécurité demeure le cœur de notre métier de sécurité. Et donc nous allons arriver aux autres questions ultérieurement. L'autre élément qui est important, c'est comment l'ASECNA arrive à réaliser ses performances. Ça, c'est grâce d'abord à la communication, parce que ce qui est important, c'est qu'à tout moment, un pilote, dans les 16 millions de kilomètres carrés, puisse communiquer avec un contrôleur. Et vous voyez bien que grâce à notre réseau propre, c'est un réseau qui appartient en propre à l'ASECNA. Il est composé de 128 stations terriennes. Et il est implanté, comme vous le voyez, sur 3 continents. Nous sommes la seule organisation au monde à disposer d'un réseau aussi immense. Pourquoi? Parce que nous aurons 16 millions de kilomètres carrés avec des responsabilités qui s'étendent sur plusieurs continents en particulier. Donc ce réseau de télécommunications, c'est grâce à lui que nous communiquons en permanence avec les avions, où qu'ils se trouvent dans les 16 millions de kilomètres carrés et aux frontières des espaces aériens ASECNA. La planche suivante, là, ce sont les performances financières. Nous avons été attaqués en particulier à travers les performances financières de l'agence. Et comme vous pouvez le constater, l'ASECNA ne s'est jamais aussi bien portée qu'actuellement. Vous voyez parfaitement que notre chiffre d'affaires est en progression constante depuis 5 ans. Vous voyez parfaitement que les résultats nets des exercices sont également en croissance constante.
Mais ce qui est le plus important, c'est la capacité d'autofinancement de la SECNA. Parce que pour réaliser tous ces investissements, toutes ces réalisations pour assurer la sécurité de la navigation aérienne, il faut des ressources. Et ces ressources, où est-ce que nous les trouvons? Nous les trouvons dans la capacité d'autofinancement de la SECNA, c'est-à-dire des ressources dégagées en auto pour pouvoir faire des investissements, et des ressources bailleurs, donc la capacité de la SECNA à s'endetter auprès des bailleurs de fonds pour réaliser des investissements de long terme. Et donc vous voyez, quand on regarde la capacité d'autofinancement de la SECNA, vous voyez qu'elle a réalisé un progrès considérable. Nous sommes passés d'une capacité de 13 milliards en 2014 à 29 milliards en 2015, à 41 milliards en 2016, 52 milliards en 2017 et enfin à 67 milliards en 2018. Vous voyez que je voudrais bien qu'une organisation de l'envergure de la SECNA puisse présenter des résultats aussi performants en matière financière. Parce qu'il faut également savoir que la SECNA n'a pas pour mission de faire des bénéfices. La SECNA ne fait pas de bénéfices. La SECNA rend des services et elle est rémunérée pour les services qu'elle rend à juste prix. Et les prix sont fixés par le comité des ministres de l'agence chaque année. Et quand il y a un surplus, le surplus est réaffecté automatiquement à l'exercice suivant, comme dans toutes les comptabilités de nature publique, bien entendu. Là, l'autre élément majeur de la SECNA, et ça, il faut bien le noter, c'est le capital humain de la SECNA. Voilà une organisation qui est née en 1959 et pour laquelle les pères fondateurs ont eu cette idée extraordinaire de dire que la sécurité ne peut être assurée que par des hommes bien formés. D'où l'idée, dès le départ, de créer des écoles africaines. L'école africaine de l'aviation civile et de la météorologie au Niger, qui forment les contrôleurs, les ingénieurs de toutes les spécialités, et les météorologistes et les maintenanciers. La première. La deuxième, c'est l'école de sécurité incendie. Vous allez voir l'importance de la sécurité incendie qui se trouve au Cameroun. Et la dernière, la troisième, c'est celle qui se trouve ici au Sénégal, ERNAM, École régionale de la navigation aérienne et du management. C'est grâce à ces écoles que la SECNA a développé des compétences managériales, techniques, qui lui permettent d'atteindre les performances que je vous ai présentées tout à l'heure. Le capital humain aujourd'hui, de l'ensemble de la SECNA, ça représente 5 174 employés communautaires, donc ceux qui sont au service de la communauté, et environ 3 000 agents qui sont au service des États particulièrement. Ça nous fait un effectif total d'environ 9 000 agents. Et évidemment, il y a une nette distinction entre les activités que les États nous ont confiées volontairement et les activités dites communautaires dans lesquelles s'exercent les missions essentielles de la communauté. Allons-y. Donc le capital humain, aujourd'hui, pour vous donner un exemple, nous sommes passés de 1959 à aujourd'hui à une situation absolument à 99,99% où il n'existe que de la compétence africaine. La France nous a accompagnés pendant très longtemps, de 1959 pratiquement jusque dans les années 86. L'essentiel des ingénieurs à l'époque était français, de la coopération. Et progressivement, il y a eu la politique d'africanisation. Et aujourd'hui, la SECNA est dirigée par 99,99% d'ingénieurs africains. C'est extrêmement important de le dire. Alors le facteur suivant, maintenant nous attaquons le facteur des ressources, du rôle des différentes commissions du conseil d'administration. Monsieur le Président, merci de m'avoir passé la parole. Merci DG. Donc on va rentrer maintenant dans le système de contrôle de la gestion de l'agence. Ce qu'a dit le DG sur le capital humain est important. 99% d'Africains, j'ai envie de lui dire que le 0,001 qui reste, il est binational franco-africain. Absolument. Il n'est pas franco-français, ça n'existe pas. Fin de la parenthèse. Et les écoles de l'agence, c'est extrêmement important parce que l'esprit
panafricain qui anime l'agence, c'est promotion d'ingénieurs, de techniciens supérieurs, de contrôleurs de la navigation. Ça se fait dans les écoles où tout le monde est ensemble et où tout le monde grandit ensemble et se retrouve. Et ça, c'est également très important, ce système des écoles de l'agence. Alors maintenant, le conseil d'administration, comment fait-il pour contrôler un peu la qualité du travail de la direction générale? Parce que quand on est au conseil d'administration, avant de rendre compte au ministre, on doit s'assurer nous-mêmes de la qualité du travail. Alors on a deux commissions de vérification, CV. La première sur la sécurité. Donc la commission de vérification de la sécurité est relativement récente, elle est de 2010. Elle fait des visites sur 7 ou 8 plateformes chaque année, elle peut faire des inspections commandées sur des thématiques particulières. Là, cette année, on vous donne la liste des rapports de la CVS qui ont été examinés à ce conseil d'administration. Nous sortons de conseil d'administration, on a terminé ce midi, et d'une certaine manière, on vous reproduit le conseil d'administration d'hier et d'aujourd'hui. Dans un conseil d'administration, le directeur général rend compte de l'activité. Ensuite, la commission de vérification de la sécurité rend compte à une commission particulière de conseil de ce qu'elle a fait. On voit les mesures correctives, les insuffisances, etc., etc. Et nous avons une deuxième commission qui est celle qui qui potentiellement peut intéresser plus particulièrement ceux qui veulent voir nos comptes. La commission de vérification des comptes, donc elle est plus ancienne, statutaire. Il y a 3 experts. La composition de la commission, c'est un peu un mixte. C'est une équipe à l'heure actuelle où nous avons 2 experts comptables et un inspecteur général de l'administration spécialisé dans les audits de transport. Pourquoi? Parce que nous sommes quand même établissement public, service public, avec un comptable public, un contrôle financier. Donc les experts comptables qui, eux, sont parfaitement habilités pour superviser une comptabilité qui est une comptabilité de type commercial. On est dans le Cisco OHADA depuis 2012. On se rapproche de la zone brûlante. La commission de vérification des comptes, donc, qui est composée de cette équipe mixte, qui est indépendante, qui est totalement indépendante, qui rend compte au conseil d'administration, qui l'écoute avec attention, nous rend 4 rapports. Donc hier, et puis avant-hier en commission plus restreinte, on a entendu le rapport de la CVC. Alors il y a 4 rapports. Ces rapports ne sont pas secrets. Ils ne sont pas secrets pour une bonne raison, c'est qu'il y a 18 administrateurs dans 18 pays, qu'on les envoie aussi aux 18 experts ministériels, aux 18 ministres et qui circulent dans la maison. Alors, vous savez, avec Internet, imaginez que ce sont des rapports secrets. Non, ça n'a rien de secret, mais il faut quand même avoir le mode d'emploi pour les comprendre. Le rapport important, c'est le rapport sur le contrôle des comptes financiers dans lequel la CVC produit une opinion sur la certification des comptes. Cette année, comme l'année dernière, nous avons obtenu une certification avec réserve. Ceux qui connaissent un peu le monde des affaires savent qu'il est très rare d'avoir une certification parfaite et sans réserve, parce que pour la bonne raison que vous pouvez toujours faire des progrès, que vous êtes toujours perfectible. Mais le document important, c'est le rapport sur le contrôle des comptes financiers, certification avec réserve. Ensuite, les 2 rapports suivants sont des rapports plus intimes. C'est plus la cuisine de la maison. Si j'employais un langage familier, je dirais que c'est plus trash ou plus cash. L'article de Jeune Afrique s'est beaucoup appuyé, enfin on a cru reconnaître, je ne sais pas s'ils avaient exactement les bons documents, mais je le suppose, parce que comme ce ne sont pas des documents secrets, je n'ai pas de problème sur la circulation, il faut simplement donner les explications ou les demander. Donc le rapport sur le contrôle du compte administratif, c'est voilà comment vous avez géré votre administration, il y a tel et tel défaut, tel et tel manquement. Le rapport sur la gestion et sur le contrôle interne est souvent plus brutal dans sa formulation. Il y a par exemple des revues documentaires du travail de l'inspection générale. L'inspection générale dépêche une dizaine de missions par an dans les représentations de la SECNA, dans les différents États membres, et puis des fois tout va bien, des fois on trouve des choses qu'il faut redresser, des fois même ça peut aller jusqu'à des pénalités, un conseil de discipline, des fois ça peut même aller jusqu'à un licenciement, et donc
dans ce rapport sur la gestion et le contrôle interne, la commission de vérification des comptes faisant une étude documentaire nous dit écoutez, voilà, sur vos 10 rapports, je fais la cartographie de vos risques, vous êtes en danger ici, vous êtes en danger là, vous devriez, etc., etc. Donc il faut bien comprendre que dans le rapport sur la gestion et le contrôle interne, on est plus dans une logique de cartographie des risques à partir d'un travail d'inspection qui a pu aboutir à la détection de fraude, mais qui a été fait en interne par l'inspection générale. Enfin, vous avez le rapport sur la régularité des comptes de l'agent comptable, qui effectivement en 2017 a donné lieu à une difficulté particulière que le journaliste a relevée. On va y revenir, parce qu'il n'y a aucun problème pour vous expliquer ça non plus. Dernière phrase, au titre de l'audit des comptes clos au 31 décembre 2018, le conseil d'administration a demandé à la CVC de réaliser une revue informatique des contrôles généraux et applicatifs du système d'information de la SECNA. Alors, là, je précise aussi tout de suite, Jeune Afrique a très bien identifié qu'il y avait un problème d'informatique gestionnaire et comptable, budgétaro-comptable, c'est comme ça qu'on dit. Je vais revenir sur ce problème budgétaro-comptable. Le comité des ministres s'est beaucoup impliqué dans cette affaire en 2015, 2016, 2017, quand on était en difficulté, puisqu'on a été en difficulté sur les comptes. Des correctifs ont été apportés et là maintenant on a réalisé un audit externe qui nous a apporté des regards nouveaux sur cette revue informatique et puis surtout qui nous a donné une liste de commissions, une liste de devoirs que nous devons faire pour sécuriser aussi bien en matériel qu'en procédure, qu'en contrôle, etc. et mise à jour le système d'information qui a été mal maîtrisé. La diapositive suivante, s'il vous plaît, vous permet de rentrer dans le vif du sujet et ça vous explique pourquoi, je dirais, le scoop de Jeune Afrique était un scoop un peu réchauffé, mais c'est un scoop quand même. Donc vous voyez, je suis sympa, je vous donne acte du scoop. Vous avez les années 2012 à 2018. Il faut voir ça dans la durée. Vous avez l'opinion de la CVC sur la certification des comptes. Bon, pas de surprise, c'est certifié avec réserve. Mais les 3 premières colonnes en jaune, c'est les colonnes de la crise. C'est les colonnes de la crise comptable de la SECNA. Alors c'est vrai qu'à l'époque, on n'a pas fait de conférence de presse pour en parler. Mais ce n'était pas un secret non plus. 2012, vous voyez que les comptes sont approuvés en juin 2014. Un an de retard. 2013, vous voyez que les comptes sont approuvés en juillet 2015. Un an de retard. 2014, décembre 2015, 6 mois de retard. La crise de la SECNA, elle est là sur cette période 2012-2014. La crise comptable. Mais pas que comptable. Parce qu'à partir du moment où vos comptes sont approuvés avec plus d'un an de retard, vous perdez vos bailleurs de fonds. La BEI, l'AFD, la SFI, donc des banques de développement, qui avaient pris des engagements en 2012 pour nous financer, on dit si vous n'avez pas de compte, on arrête. Et effectivement, cette crise des comptes était quelque chose de grave parce que ça a menacé, d'abord ça a compromis la réalisation du plan d'investissement, ça a menacé la trésorerie. C'est extrêmement fâcheux. Ça s'est passé entre 2012, sur les comptes 2012 à 2014, ça s'est passé de 2014 à 2016 et ça a continué de métastaser et d'impacter la qualité des comptes de cette maison jusqu'à 2017 et même encore un peu jusqu'à 2018. Je vous montrerai où on en est des réserves. On progresse, rassurez-vous. Et on arrive à faire lever des réserves de temps en temps. Là-dessus, qu'est-ce qu'on peut dire encore ? Pourquoi ça s'est passé ? Eh bien, il y a eu une erreur dans la conduite du changement. Alors, le DG est ingénieur, je suis entouré d'ingénieurs, moi je ne suis pas ingénieur. Vous êtes dans une maison d'ingénieurs, c'est vrai que l'administration, la comptabilité, ça suivra, c'est l'intendance. Il y a peut-être eu une façon de traiter les comptes, ça n'a pas été suffisamment priorisé, on n'a peut-être pas suffisamment écouté les gens. En 2012, la direction générale a décidé de changer de système comptable. On a basculé sur 2012 dans le Cisco ADA. C'est une réforme dure de passer d'un système public à un système commercial. Première réforme. Et on l'a jumelé avec le changement
de logiciels budgétaro-comptables. Donc deuxième réforme majeure, on dit aux gens, on enlève le système informatique que vous connaissez, on vous en met un nouveau, c'est pas du tout le même. En tant qu'ordonnateur, vous allez rentrer des écritures selon un plan comptable que vous connaissez plus ou moins bien. Il n'y a pas eu d'accompagnement du changement suffisant. Et après, le comptable devra se débrouiller de l'autre côté pour tirer sa comptabilité. On a présumé des forces de l'agence, on n'a pas suffisamment assisté les personnels et alors, moi j'en parle avec, je dirais, une certaine familiarité, puisque j'ai été directeur des affaires financières du Quai d'Orsay, c'est peut-être aussi pour ça que je suis là, et que j'ai été amené à faire ce genre de basculement. En général, quand on fait ça, on fait ce qu'on appelle une revue de procédure. On était dans des procédures très anciennes, de type public, ça remontait aux années 60-70. À partir du moment où vous changez votre système comptable et vous changez votre système informatique, il vaut mieux réviser toutes les procédures, plutôt que de les décalquer telles quelles et d'essayer de les mettre dans le système nouveau. On ne l'a pas fait. Résultat, en 2013, le conseil d'administration s'est retrouvé. Au début, je croyais que la CVC et le conseil d'administration avaient héroïquement giflé le directeur général en lui disant « nous rejetons vos comptes ». Ben non, en 2013, il n'y avait pas de compte. On n'a pas su faire marcher le système nouveau, mais on n'avait plus le système ancien à disposition. Donc ils ont fait une comptabilité manuelle, ça valait rien, il a fallu tout reprendre, 1 an de retard. Donc vous voyez, la crise comptable de la SECNA, oui, Jeune Afrique, en lisant les rapports, a bien compris qu'il y avait eu un problème. Le problème, il est dans cette séquence de temps. Depuis, on va revenir après sur la levée progressive des réserves, puisque c'est vrai qu'on a eu beaucoup de réserves, notamment en 2017. Je vous dirais aussi qu'on a eu beaucoup de réserves, parce que la CVC maintenant, le conseil d'administration lui dit « mettez la pression ». Soyez impitoyable, il faut qu'on se redresse, parce que ça a beau être une maison d'ingénieurs qui doit faire voler les avions sans accident, si on n'a pas une comptabilité propre, on ne peut pas se projeter dans l'avenir, on ne peut pas faire de stratégie pluriannuelle sur nos options financières et budgétaires. On ne peut pas dire au ministre, monsieur le ministre, vous allez peut-être pouvoir diminuer les redevances parce qu'on est à l'aise et qu'on a des options différentes à vous proposer d'un point de vue technologique. La technologie évolue très vite, c'est formidable, c'est l'image du satellite qu'on vous a montré tout à l'heure. Voici l'évolution des réserves de la CVC. En rouge, vous voyez, on avait un nombre cumulé de réserves à 16, il y avait la trésorerie, les stocks, le personnel. Débiteurs et créditeurs divers, c'est ce qui concentre notre attention et c'est ce qui pose le plus de problèmes. Clients, fournisseurs, immobilisation. Il y avait également le contrôle interne que Jeune Afrique a justement relevé. En 2018, on a pu lever un certain nombre de réserves. C'est un document de la CVC, mais la CVC n'est pas seulement sévère, elle essaye aussi de nous motiver pour qu'on continue à travailler, je la remercie pour la motivation, et donc ils disent vous pouvez y arriver, si, et il y a des plans d'action correctifs qui sont mis en œuvre. Si vous voulez poser des questions sur ces histoires de comptes débiteurs et créditeurs divers, c'est là où notre ami de Jeune Afrique a vu des milliards qui s'envolaient. Rassurez-vous, ils sont toujours prisonniers dans les tuyaux de la comptabilité, les milliards. Mais il y a des choses, on peut approfondir encore pour vous flécher des choses. Mais enfin, rassurez-vous, ces problèmes comptables, ça ne veut pas dire qu'il y a fraude. Pour détecter la fraude, il faut avoir une action résolue du directeur général, de l'inspection générale, du conseil d'administration. Il se trouve qu'effectivement, depuis 2 ans, avec le DG ici présent, on a levé quelques affaires. C'est plutôt d'ailleurs, je ne sais pas, peut-être que tout était parfait avant nous, mais en tout cas, nous, on veut traquer des fraudeurs éventuels, on en a trouvé quelques-uns. On n'a pas trouvé trop, Dieu merci, parce que sinon ce sera embêtant. Des questions avaient été posées dans l'article sur les redevances. Donc voilà un peu quelques camemberts de redevances. En orange, c'est complètement mécanisé, informatisé. On va vous donner le schéma, hein. Tous ces documents sont disponibles, on va vous les distribuer. On n'a quand même pas fait ce travail pour nous, on l'a fait pour vous, donc on va vous le donner. C'est vrai qu'il y a le petite tranche de camembert bleu, c'est espèce. Alors, espèce, ça peut concentrer un risque particulier dans les représentations. Pourquoi espèce? C'est les petits avions qui décollent, atterrissent, c'est pas une activité aérienne régulière et il faut bien voir qu'on a des clients extrêmement différents.
Les 20 premiers clients de la SECNA font plus de 70% de la recette. Air France, à lui tout seul, fait 9 à 10% de la recette de la SECNA. Ethiopian, Royal Air Maroc, voilà des gros clients. La TAP portugaise, ça peut vous paraître curieux, mais la TAP portugaise est un très gros client. Le 5e ou le 6e. Pourquoi? Les Portugais vont au Brésil, ils passent par chez nous dans l'Atlantique Sud, ils vont en Angola, ils passent également par chez nous. Donc ces clients, les gros clients, c'est une problématique. Je vais vous montrer le schéma informatique, mais ce sont les systèmes de suivi des avions en vol qui permettent de fabriquer une facturation. La facturation est évidemment adressée mécaniquement. Voilà, Top Sky, c'est les données de vol. C'est déversé dans le logiciel FREDA qui permet de fabriquer la facturation. On le retrouve après dans le PGI. Ce système est totalement verrouillé. Il y a eu à Dakar, Sénégal, une tentative de fraude à l'intérieur de ce système. Je ne peux pas en parler de manière approfondie parce qu'il y a une plainte au pénal et il y a un procès en cours. Je suppose que les journalistes sénégalais suivent ça. Simplement, je veux dire que cette tentative de fraude était vouée à l'échec. Et cette tentative de fraude a été détectée par les contrôles internes de la maison. D'une part à Dakar, parce qu'on a vu qu'il y avait quelqu'un qui s'était introduit dans le système et qui fabriquait une facturation pour une petite compagnie mineure, la 120e. Il a dû se dire, la 120e compagnie, on ne la contrôle pas tous les mois, c'est vrai. Donc il s'est lancé, et puis après, informatiquement, il mettait payé, si vous voulez, il mettait un code pour dire que c'était payé. À Dakar, les contrôles hiérarchiques et les contrôles internes ont dit, mais c'est curieux, pourquoi cette facture a été mise 24 heures avant toutes les autres, c'est au mois le mois, hein, c'est du mensuel. Pourquoi elle était mise une journée avant, c'est bizarre. On a tiré la ficelle à Dakar. Entre-temps, à Paris, c'est Paris qui encaisse les redevances en euros, puisque ce gros 80% de la recette se fait en euros européens. On en garde une partie à Paris, puisqu'on achète beaucoup d'équipements ou d'abonnements aux équipementiers aéronautiques internationaux, et on garde de la devise pour ça. À Paris, ils ont dit, mais on n'a pas encaissé, alors que c'est marqué payé. Donc, il était encerclé très vite. Donc, cette fraude, ou cette tentative de fraude sur la partie grand compte de la maison était vouée à l'échec. À côté de ça, c'est vrai, vous pourrez poser des questions aux spécialistes. Il y a cette partie en espèces qui est extrêmement irritante et qui est possiblement une source de tentation pour certains. L'article de Jeune Afrique glose, c'est notre langage. Il y a le mot client non identifié qui a été utilisé dans l'article, mais client non identifié, c'est vrai qu'on parle comme ça. C'est vrai que c'est pas très clair, ça fait bizarre, tiens, ils ont des clients, ils ne savent pas qui c'est, non identifié. Bon, il faudrait qu'on écrive client sans identifiant. Les clients, les 400 gros clients, les compagnies aériennes qui font 50 vols par jour, 30 vols par jour, 10 vols par jour, 2 vols par jour, sont des clients identifiés, immatriculés, lettrés, qui sont dans le système informatique. Maintenant, le petit avion qui fait un aller-retour par semaine, le milliardaire européen qui vient relever ses compteurs dans son jet, tel avion de telle personne qui occasionnellement, c'est ce qu'on appelle les clients non identifiés, comprenez sans identifiant régulier. Ils sont en taxe d'atterrissage et de décollage d'abord, et donc ils payent d'avance. Parce qu'il y a tout un micmac, toute une incompréhension, mais je veux bien que notre langage soit compliqué, mais demandez-nous quand vous avez ces documents. Vous nous demandez, on vous explique. Évidemment que les clients, c'est eux qui nous payent, c'est pas nous qui payons les clients, comme c'est écrit dans l'article, sinon c'est plus des clients, c'est des fournisseurs. Non, ce sont bien des avions, des petits avions, qui vont et viennent à l'occasion. Ils font des déposites quand ils décollent, c'est-à-dire qu'ils payent une avance. Quand ils ont volé et qu'ils ont survolé, la facturation intervient. Donc vous comprenez qu'il y a d'abord une avance du client, pas non identifié mais sans identifiant, le petit client, il a déposé son avance. Il vaut mieux souvent avoir des avances de ces petits clients, parce que des fois ils volent, ils ne payent jamais.
ensuite, on les refacture. Enfin, je vous explique parce que c'est tout un micmac qui était un peu compliqué dans l'article. Passons sur les redevances, vous poserez des questions aux experts. Dispositif de contrôle interne, c'est vrai qu'on l'a reconstruit complètement et que c'est en 2018 que l'inspection générale a été créée. Donc vous voyez la pyramide, elle est à peu près conforme, elle est même conforme aux règles de l'art, c'est-à-dire qu'il y a du premier niveau, du deuxième, troisième, quatrième niveau, pour arriver jusqu'au conseil d'administration qui est au dernier niveau, avec le comité des ministres au-dessus. La structure dure, l'inspection générale, l'audit externe, la CVC, la CVS, parce qu'en plus de la faut payer, mais on le paie, des auditeurs externes, c'est demandé par les banques. Hein. Le DG ne vous l'a pas dit, mais le signe de la bonne santé revenue de la SECNA, c'est qu'en février, c'est pas complètement anodin, vous en avez entendu parler dans la presse, mais comprenez ce qu'il y a derrière. Quand en février, on resigne une convention pour 15 ans avec l'Agence française de développement qui nous avait quittés en 2013 en nous disant bye bye, faites les comptes, on reviendra quand vous serez à jour. Bon, ça y est, ils sont revenus. La confiance est revenue. Et on a signé avec Ecobank, qui est le grand groupe panafricain, je n'ai pas besoin de faire un dessin, au mois de juin, au moment du salon du Bourget. Donc si vous voulez, la confiance des prêteurs est revenue, c'est simplement une présomption, si vous voulez, je vous donne une présomption qui peut vous faire imaginez que les choses ne vont pas si mal que ça. Ensuite, bon, vous avez le contrôle financier, etc. Là, c'est pour vous montrer de quelle manière on a élaboré la refonte complète du contrôle interne. Vous avez un tableau qui vous donne les mesures de renforcement du dispositif de contrôle interne, etc. Je ne rentre pas dans les détails. Je pense qu'on est au bout des diapositives. Oui, donc il est temps de conclure. Nous allons répondre à vos questions. On peut répondre à toutes vos questions. Oui, on a eu une crise. Oui, on n'a pas suffisamment communiqué. Un des effets de la crise des comptes, la SECNA, jusqu'en 2013, publiait un rapport d'activité annuel. Si vous allez sur le site internet, vous en trouverez des traces. Si vous regardez bien, à partir de 2013, c'est marqué sous la rubrique comptes, on n'a pas encore les comptes, mais on les publiera plus tard. Ben oui, je viens de vous donner l'explication. Et en fait, il y a eu une dissociation de l'effort. C'est vrai aussi que l'effort a été consacré entièrement à la reconquête de nos comptes, parce que sans compte, nous n'avons pas de banquier. Sans banquier, nous n'avons, même avec la bonne capacité d'autofinancement qu'on a retrouvée grâce au plan d'austérité, il y a eu un plan d'austérité quand même. Grâce au plan d'austérité que le DG a mis en œuvre, on a retrouvé une meilleure santé financière. Mais enfin, des équipements lourds comme les nôtres, il faut des banques derrière pour les lancer et les amortir. Donc, merci pour votre aimable attention. Merci notamment d'être venu aujourd'hui, parce que moi j'avais un peu peur, je me disais mais on s'est planté, c'était pas le bon jour pour faire cette conférence de presse mise au point. Nous referons chaque année un rapport complet avec tous les éléments certifiés, etc., de manière à ce que tout soit clair pour tout le monde. Si vous mettez la main sur nos documents internes, écoutez, ayez la gentillesse de nous dire je vous ai piqué un document interne, expliquez-moi ça, j'ai pas compris, puis on vous le dira. On vous le dira tout simplement. Mais c'est un service public. Le service public n'a pas de secret pour la presse, au contraire, et vous êtes parfaitement dans votre droit légitime de nous demander de vous rendre les comptes, c'est normal. On est à votre disposition. Donc, à vous les questions. Vous voyez ce schéma. C'est un schéma extraordinaire. On ne peut pas imaginer le contenu technique de cette capacité. Cela signifie quoi? Les espaces jaunes que vous voyez là, ça représente 16 millions de kilomètres carrés. Ça représente à peu près 49% du continent africain. Et aujourd'hui, la SECNA est dotée de la capacité de voir un avion partout où il se trouve sur ces 16 millions de kilomètres carrés. C'est quand même extraordinaire. Certainement, beaucoup d'Africains n'imaginent pas qu'une organisation africaine
soit capable de mettre en place un tel dispositif. Mais c'est le cas aujourd'hui. Vous surveillez ou vous communiquez aussi? On communique aussi. Alors la communication, il y a plusieurs types de communication. Il y a la communication qu'on appelle la communication par liaison de données. Donc CPDLC, communication pilote contrôleur par liaison de données, CPDLC. Avec ces moyens de communication, nous communiquons avec un avion par message, comme vos SMS là. Donc à n'importe quel moment où se trouve l'avion, nous sommes capables de communiquer avec lui par cette liaison de données. Nous sommes capables de le voir visuellement avec son niveau de vol. Par exemple, ce que vous voyez en blanc là, c'est l'avion, son niveau de vol et l'immatriculation de l'avion. L'immatriculation de l'avion. Nous savons quel est cet avion, nous savons à quelle altitude il se trouve et nous savons où il va. Ça, c'est un progrès considérable et c'est un progrès que je compte mettre au service de l'Afrique tout entière. La SECNA a la capacité pour ses 18 États membres de le faire. Mon ambition, c'est de faire un ciel unique pour l'Afrique et mettre ses capacités à SECNA, mettre cette expérience de 60 ans de la SECNA au service du continent africain. C'est ce que souvent, dans la presse, vous entendez le ciel unique pour l'Afrique, le projet CUPA. C'est l'avenir de la SECNA. Et l'autre grand schéma que je vous avais montré tout à l'heure, d'accord, il y a un schéma extrêmement important, un très grand projet, sans doute le plus grand projet de tout le temps de la SECNA, c'est le projet qu'on appelle le projet SBAS. C'est un projet qui permettrait à la SECNA d'assurer la navigation aérienne en elle-même grâce aux satellites. Donc la SECNA aurait son propre satellite géo. Vous voyez que l'avenir de la navigation aérienne, c'est un avenir par l'utilisation des moyens satellites. D'utiliser les signaux satellites pour permettre à un avion d'atterrir sur n'importe quelle plateforme. Aujourd'hui, nous avons mis des moyens au sol, c'est-à-dire des équipements pour ceux d'entre vous qui sont curieux, qu'on appelle les VOR, qui indiquent à l'avion son cap. Le DME, c'est l'appareil qui permet à l'avion de mesurer la distance qui le sépare d'un point de repère. Et nous avons le système d'atterrissage ILS qui est composé de 3 composantes qui montrent à l'avion le seuil de piste, l'axe de piste et la pente pour pouvoir atterrir en toute sécurité. Ces moyens qui sont des moyens au sol, il faut les faire aéroport par aéroport. Qu'est-ce qui permet aujourd'hui avec le système satellite de pouvoir permettre à l'avion d'atterrir même une simple route goudronnée? L'avion aurait la capacité, grâce aux moyens satellites, d'abord de pouvoir se positionner et de pouvoir atterrir dans les meilleures conditions possibles. Ce projet extrêmement important, là également, il rentre dans ma perspective de capacités africaines pour faire en sorte que l'Afrique puisse disposer, comme l'Amérique ou comme l'Europe, des moyens qui permettent à l'avion d'atterrir partout sur le territoire africain, en tout cas sur le territoire sous la responsabilité de la SECNA, dans les meilleures conditions possibles. Ce projet est très fort et il est actuellement conduit grâce à une coopération entre la SECNA, la Commission de l'Union européenne et la Commission de l'Union africaine. Et ce projet, nous sommes dans la phase d'étude qui est presque achevée maintenant et nous pensons qu'à l'horizon de 2022 au plus tard, l'Afrique aura la capacité, grâce à la SECNA, de déployer ce système satellite. Voilà ce que la SECNA, je voudrais dire à la suite du président du conseil d'administration, c'est vrai que la SECNA, notre mission principale, c'est la sécurité. Et la sécurité est assurée par des professionnels, c'est-à-dire des ingénieurs de toutes les spécialités, des génies civils pour les bases aériennes, des ingénieurs électroniciens pour faire fonctionner toutes ces installations que vous voyez, des ingénieurs de la navigation aérienne qui schématisent l'espace, qui organisent les routes du ciel. Ce n'est pas pour rien que vous voyez notre slogan qui dit « les routes du ciel, notre métier ». L'espace est organisé exactement comme le sol. Il faut des routes. Les avions suivent des routes sûres, sécurisées, grâce aux moyens technologiques et grâce au personnel que nous avons qualifié pour être en situation justement d'assurer la sécurité de ces avions. La SECNA, sa fierté, c'est cette capacité technique d'abord. Mais il est vrai que pour faire de la capacité technique, il faut bien des ressources financières.
Le contexte dans lequel l'article de Jeune Afrique est arrivé était un contexte particulier. C'était le moment où la confiance des bailleurs de fonds était revenue. La SECNA avait sollicité un financement bailleur de l'ordre de 260 milliards que le conseil d'administration m'a chargé de trouver. Vous m'avez demandé de mobiliser des financements extérieurs. J'ai mobilisé 750 milliards. Pour chercher des financements, vous le savez, on fait des tables rondes généralement. On dit voilà mes besoins. Moi j'ai dit à tous les bailleurs, les besoins de la SECNA c'est 260 milliards. Sur la base de cette information, j'ai reçu des offres de 750 milliards. Sur les 750 milliards, le conseil d'administration m'a autorisé à signer 140 milliards. Pour l'instant, c'est largement suffisant pour nos besoins, grâce à la capacité d'autofinancement de la SECNA qui s'est très confortablement améliorée. Et donc, aujourd'hui, le financement de la SECNA est sûr. L'article de Jeune Afrique, j'ai dit, il est tombé un peu à contre-temps parce que c'était au moment précis où je devais signer les conventions de 140 milliards que l'article est sorti. Ça aurait pu mettre la SECNA en danger parce que les bailleurs auraient dû prendre compte de cette alerte sur les comptes de la SECNA et considérer qu'il y a des doutes sur la capacité de la SECNA. Heureusement, comme l'a dit si bien le président du conseil d'administration, les comptes de la SECNA ne sont pas confidentiels. Les comptes de 2012 à 2017 ont été mis à la disposition de tous les bailleurs de fonds de la SECNA. Donc les observations que Jeune Afrique a faites, ces observations sont connues de tous les bailleurs de fonds. Et c'est pour cela que les bailleurs de fonds n'ont pas changé leur option de signer avec la SECNA, malgré cette alerte. Parce que moi je considère l'article de Jeune Afrique comme une alerte. Simplement, je ne l'ai pas considéré autrement. Je pense qu'ils sont arrivés à disposer de documents, ils l'ont interprété, c'est leur à eux. Mais il était important de situer le contexte dans lequel cela s'est produit. Et comme je l'ai dit à Jeune Afrique, je les remercie quelque part d'avoir soulevé ces lièvres qui ont permis aujourd'hui de faire le point, de clarifier la situation. Donc j'ai pu vous assurer que l'image journalistique qui a été donnée de ces 25 milliards de la SECNA qui se seraient envolés, c'est une image totalement erronée de l'appréciation du contenu de l'analyse de la commission de vérification des comptes de l'agence. Aucun milliard ne s'est envolé du compte de la SECNA. Il s'agit d'une problématique de simple comptabilité. Et donc nous sommes prêts avec les journalistes qui le souhaitent à approfondir l'information pour que chacun se fasse sa propre opinion de la question de la gestion de la SECNA. C'est une gestion saine, c'est la gestion la plus contrôlée du monde. La plus contrôlée du monde, parce que la SECNA est d'abord soumise au contrôle de chaque État membre. Ça fait 18 États qui nous contrôlent chaque année, sans compter le dispositif que le président du conseil d'administration vous a présenté tout à l'heure. Maintenant, sur les questions opérationnelles, nous sommes soumis à l'audit chaque année de tous les États membres et de l'OACI, l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Ce n'est pas pour rien que nous avons reçu le prix Warner de sécurité de la navigation aérienne. Et ce n'est pas pour rien que l'année dernière encore, l'OACI nous a délivré le prix de la capacité technique. Nous sommes, peut-être, comme le dit le président, nous ne communiquons pas assez, mais la SECNA est aujourd'hui l'organisme de fournisseur de services aériens le mieux apprécié de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Et c'est une fierté pour nous, parce que ce n'est pas toujours que l'Afrique est citée en exemple dans le monde. Voilà un organisme, ASECNA, qui est cité comme le meilleur organisme de fournisseur de services de navigation aérienne au monde par l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, qui nous a fait d'ailleurs l'honneur de nous accepter comme comme un organisme technique observateur auprès de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, comme d'ailleurs nous venons d'être acceptés par l'Union africaine comme une organisation à caractère diplomatique représentée auprès de l'Union africaine. Voilà ce que la SECNA d'aujourd'hui. Elle abrite environ, comme je vous l'ai dit, 9000 personnes. Ce sont des gens fiers, ce sont des gens dignes, ce sont des gens experts dont la responsabilité est immense. C'est la responsabilité d'assurer votre vie, la vie de tous les passagers qui survolent le continent africain, et même pas seulement le continent africain, parce que ça, tenez-vous bien, c'est tous les avions qui traversent l'océan Atlantique, de l'Europe vers l'Amérique du Sud, que la SECNA contrôle.
c'est également tout l'océan Indien que la SECNA contrôle. Vous imaginez le volume des responsabilités de passagers. Ce n'est pas des passagers simplement en Afrique que nous contrôlons, c'est aussi des passagers intercontinentaux qui sont entre les mains d'une organisation comme la SECNA. Les moyens techniques que nous avons développés aujourd'hui n'ont absolument rien à envier aux moyens techniques développés par l'Amérique ou par l'Europe. Vous savez également que depuis l'année dernière, nous avons décidé de passer comme en Europe au guidage radar. Désormais, nous avons déjà 8 aérodromes africains qui sont passés au guidage radar. Et nous avons 4 qui vont passer très bientôt, au mois d'août. C'est déjà publié dans le cycle ERAC, donc le cycle de publication de navigation aérienne. Et donc à l'horizon de fin 2019, l'essentiel des aéroports des capitales africaines vont passer au guidage radar exactement comme à New York ou à Paris. C'est déjà fait. Le personnel est formé, les équipements sont en place. Et donc les 4 là, c'est un processus simplement de mise en œuvre progressive qui nous permettrait donc à la fin, au début du mois d'août, d'assurer des guidages radar sur l'essentiel des plateformes que nous avons sous notre responsabilité. Jeune Afrique, et je les remercie, ils ont relevé l'ampleur de la tâche de la SECNA. Plus de 157 tours de contrôle, ce n'est pas facile à gérer. 57 aérodromes internationaux, ce n'est pas des choses faciles à gérer. Mais cela, nous le faisons grâce à la compétence de ces personnels. J'ai été particulièrement peiné lorsqu'on a cité l'exemple d'un agent qui se serait aventuré à aller négocier une sous-facturation. Les ingénieurs que nous sommes, les techniciens que nous sommes, les agents des pistes que nous avons ne sont pas tous des voleurs. Ce sont des agents consciencieux et le président du conseil d'administration vient de faire la démonstration éclatante que le risque est mineur. Nous n'avons la capacité de détournement que sur des sommes minimales qui représentent moins de 1% des ressources de la SECNA. Et je peux également vous assurer que depuis 2017 à aujourd'hui, de très hauts cadres de la SECNA sont en prison. Beaucoup des agents qui se sont permis des indélicatesses ont été licenciés. Ils ont été emprisonnés. Donc la SECNA est en train de rentrer dans sa robe d'une organisation internationale respectueuse des fonctionnements des organisations internationales. Voilà les compléments que je peux faire peut-être pour vous permettre de poser des questions. Voilà que j'ai eu raison. Une main s'est levée. Poser quand même, par exemple, sur l'article de Jeune Afrique, et je vois que quand même ça vous tient à cœur, parce que c'est des questions de finances. La question, est-ce qu'en interne, au sein de la SECNA, vous avez prévu quand même de prendre des mesures, ou bien de faire des inspections afin de situer toutes les responsabilités sur toute la chaîne, donc concernant cet article? Bon, vous savez, les journalistes ont leur subterfuge pour accéder à certaines informations, etc. Mais est-ce qu'en interne, vous avez prévu de mettre en place quand même un comité d'inspection pour situer toutes les responsabilités et d'en tirer effectivement les conclusions? La deuxième question, il y a eu, je pense, le 28 janvier 2018, on avait assisté à un débat au lancement du projet de l'Union africaine, Open Sky africain. Aujourd'hui, quelle est la position effectivement de la SECNA? Est-ce que vous pouvez nous faire un peu l'état des lieux par rapport aux pays effectivement qui adhèrent à ce projet? Est-ce qu'il y a aussi des réticents effectivement par rapport effectivement à ce projet de l'UA Open Sky africain? Merci beaucoup. Merci. Je prends tout de suite votre première question. La presse est libre, la presse écrit ce qu'elle veut, et comme je vous l'ai dit, c'est pas des documents secrets. Donc, il s'est passé ce qui s'est passé. Pour nous, ça nous donne davantage de motivation pour mieux communiquer, être plus transparent, c'est notre devoir. On n'a pas de chasse à faire ni de questions à se poser. Bon, après, chaque journal et chaque journaliste a sa déontologie et fait comme il pense devoir faire. Hein. C'est pas, on ne va pas dramatiser non plus. Il ne faut pas dramatiser. Monsieur le directeur général, l'Open Sky africain. Merci, Monsieur le Président. Donc, l'Open Sky africain, évidemment, c'est quelque chose qui rentre dans l'agenda 2063 de l'Union africaine. Il a plusieurs composantes.
dans l'une des premières composantes la plus importante, c'est le marché unique du transport aérien. Donc, comme vous le savez, le président du Togo a été désigné par l'Union africaine comme le champion du marché unique du transport aérien. Nous travaillons en étroite collaboration entre l'ASECNA et l'organisme en charge de cette politique, notamment, comme vous la connaissez, la CAFAC. Et donc, la politique des ciels de l'Open Sky, elle a plusieurs composantes, dont celle du transport aérien d'un côté, ça c'est les avions, les compagnies aériennes, mais de l'autre côté, il y a la composante navigation aérienne, sécurité de la navigation aérienne, et c'est là que des organismes comme la SECNA ont un rôle à jouer. Pour la sécurité de la navigation aérienne sur le continent, aujourd'hui, le comité des ministres de la SECNA a autorisé un plan d'orientation stratégique allant jusqu'en 2032. Et dans le cadre de ce plan d'orientation stratégique, il est prévu effectivement que la SECNA puisse anticiper pour doter l'Afrique des moyens nécessaires à assurer la sécurité de la navigation aérienne dans un contexte de ciel ouvert et dans un contexte de ciel unique. Donc mon projet de ciel unique pour l'Afrique entre en parfaite cohérence avec la politique du marché unique du transport aérien et de la politique de l'Open Sky, de ciel ouvert africain, offert par les chefs d'État, de 55 chefs d'État africains. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai l'habitude de plaisanter en disant la SECNA aujourd'hui c'est l'organisation la plus vaste après l'Union africaine elle-même. Nous sommes 18 États membres, nous gérons des espaces aériens de 25 pays. Eh bien, notre volonté c'est de faire en sorte que demain la SECNA soit 55 pays. Et de telle manière qu'effectivement l'Afrique puisse mettre effectivement en place une politique africaine de la sécurité de la navigation aérienne. Nous avons un avantage considérable, c'est d'avoir su pendant 60 ans mis en commun nos moyens, mis en commun notre technicité et pour assurer la sécurité de la navigation aérienne. Et si nous sommes capables de le faire aujourd'hui pour 25 pays, eh bien il n'y a qu'un effort supplémentaire à faire pour que les autres pays aussi se dotent de cette capacité ou nous rejoignent pour faire en sorte que le continent africain soit l'un des continents aussi sûrs que les autres continents, sinon mieux. Voilà, Monsieur le Président. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, allez-y. Diallo, correspondant de Jeune Afrique ici à Dakar. J'ai posé une question un tant soit peu généraliste. Vous comprendrez ma position. Je ne suis ni l'auteur de l'Afrique, encore moins spécialiste des questions relevant du secteur. C'est un collègue à Paris qui l'a écrit. Donc, par honnêteté intellectuelle, je ne peux m'aventurer dans des questions techniques que je ne maîtrise pas. Je n'ai pas eu accès aux dossiers, aux documents exploités par Jeune Afrique. Donc, je m'en tiendrai à une question généraliste. Monsieur le directeur général, vous avez dit tout à l'heure que vous remerciez Jeune Afrique d'avoir, dans une certaine mesure, alerté. Si vous employez ce mot, ça veut peut-être implicitement qu'il y a danger ou bien qu'il y a problème quelque part. Est-ce que vous pouvez vous expliquer plus précisément? Oui, je confirme, parce que le président l'a démontré tout à l'heure. Je confirme qu'il y a eu des risques majeurs. C'est que la SECNA, en 2012, n'a pas su conduire le changement de l'outil de gestion comptable et financière. Nous avons introduit en 2012 ce qu'on appelle le logiciel intégré de gestion. Et c'est ce tableau où le président vous a expliqué que de 2012 à 2014, effectivement, nous avons traversé une période difficile. Il a même parlé de crise. Je vous rappelle que pour les grandes entreprises comme la SECNA, où il y a 18 pays, il y a 23 centres de synthèse, ce n'est pas facile d'introduire un outil informatique comme ça. La conduite du changement doit avoir son importance. Et c'est l'introduction de cette nouvel outil qui a créé la crise. Et donc nous nous sommes retrouvés dans des situations telles que Jeune Afrique les a relevées. Moi je dis merci à Jeune Afrique parce que c'est un lanceur d'alerte. Ça permet aujourd'hui de savoir que la SECNA a eu un passé difficile. Le président a même été plus loin. Il vous a dit que tous les bailleurs de fonds institutionnels avaient rompu avec la SECNA. Pourquoi ils ont rompu avec la SECNA? C'est à cause de cette plage jaune-là que vous avez au tableau. Ça veut dire que pendant 3 années, nos comptes n'étaient pas sûrs. Mais regardez le redressement extraordinaire qui s'est opéré. Derrière, c'est que depuis 2015, 2016, 2017 et 2018,
la SECNA a pu faire certifier ses comptes. Ils sont réguliers. Sa situation financière, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, s'est accrue comme jamais. Par conséquent, la confiance, et le président vous l'a rappelé, la confiance des bailleurs est revenue. Aujourd'hui, l'agence est à l'aise, comme je l'avais indiqué, elle est solide. Techniquement, elle est solide, elle est capable de compétir avec n'importe quel fournisseur mondial de services de navigation aérienne. Et sur la question financière, sa santé est excellente. J'ai reçu d'ailleurs pour cela les félicitations du comité des ministres, ainsi que les félicitations du conseil d'administration pour avoir pu redresser la situation financière. Mais ce redressement ne s'est pas fait sans peine. Ça s'est fait au prix de mesures draconiennes. Parce que j'ai dû prendre, en 2017, lorsque je suis arrivé, j'ai dû prendre 12 mesures de rigueur, approuvées par les travailleurs, parce que les travailleurs eux-mêmes se sentaient menacés, approuvées par le conseil d'administration, approuvées par le comité des ministres. Et ces 12 mesures de rigueur ont permis, en 2 ans et demi, de redresser totalement la situation financière de l'agence. Et c'est pour cela d'ailleurs que dans ma réponse à Jeune Afrique, j'ai remercié Jeune Afrique en disant oui, vous avez vu des choses qui n'étaient pas bonnes dans la maison, oui, nous assumons le passé qui n'était pas bon, mais je peux vous garantir qu'aujourd'hui, la SECNA est une des organisations les plus solides possibles, et financièrement et techniquement, sur la place internationale. Bien, avant que le match commence, il faut compléter, aller au bout des questions. Le DG est chaud, il a raison, il est passionné, c'est son métier. Du côté du conseil d'administration, on est plus froid, mais c'est aussi notre métier et notre tempérament, on se complète. Je voudrais juste dire, sur la SECNA, fille aînée de l'OACI, on pourrait dire comme ça. Comprenez bien que la SECNA, vous êtes à Dakar, pour vous c'est évident, c'est quand même une organisation unique au monde. Il y a une petite sœur en Amérique centrale. On les a invités pour le 60e anniversaire. C'est-à-dire en Amérique centrale, en dessous du Mexique et jusqu'à la Colombie, il y a plein de petits pays, c'est minuscule, les avions changent de pays tous les quarts d'heure. L'organisation à SECNA est exemplaire pour l'OACI. Quand on parle de ciel unique, ça veut dire qu'à 8000 mètres d'altitude, il n'y a pas de frontière. Il faut que l'avion puisse voyager en sécurité sans avoir à jongler avec les redevances, les taxes, les contrôleurs, les langues, etc. Donc le modèle à SECNA est effectivement unique au monde, il est très suivi à l'OACI. En Europe, on n'a pas réussi à le faire le même. On a Eurocontrol, mais en Europe, chaque petite entité, y compris la Suisse ou le Luxembourg ou la Belgique, ont leur organisation autonome et les avions doivent à chaque fois changer, etc. Donc c'est vrai que la SECNA, c'est quelque chose d'unique et de très particulier, et vous comprenez l'enthousiasme du directeur général. C'est fondé, c'est vrai que c'est un trésor pour vos pays. Jeune Afrique, je voudrais quand même aller au bout des questions et des interrogations, hein, parce que quand il y a quelque chose, il vaut mieux gratter tout pour être sûr qu'on soit bien en phase. Sur l'article de Darras, il disait d'ailleurs pas mal de choses qui étaient bonnes et positives, qu'il avait retrouvées aussi dans l'article. C'est pour ça que moi, je ne fais pas de procès d'intention. Il avait relevé, par exemple, la réduction des salaires des cadres dirigeants, enfin un certain nombre de mesures du plan d'austérité, donc dont acte. Quand on dit 25 milliards envolés, quand on dit qu'il y a du désordre dans les comptes débiteurs, créditeurs, fournisseurs divers, c'est-à-dire les comptes d'attente en général, et puis on envoie des milliards en l'air, comme on est correct, on dit envolé, on ne dit pas volé, Dieu merci, parce que là sinon on aurait franchement été vexé. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, derrière ce fouillis? Il y a effectivement un certain nombre de problèmes durs que l'on va adresser à nos ministres, notamment dans ces comptes d'attente, ces situations anciennes qui perdurent et qu'il a repéré dans le rapport. Vous avez les facturations des compagnies aériennes défuntes des États membres. Parce que c'est vrai que la SECNA, c'est pas elle qui va mettre à mort
la compagnie d'un État membre. Donc du coup, on facture, on ne reçoit pas l'argent, la compagnie meurt, mais comme nous ne sommes pas une organisation internationale, que nous avons un système de type commercial, avec des factures impayées, des factures qu'il faut provisionner, des créances irrecouvrables, ça pèse sur les comptes. C'est là peut-être où le mot envolé, ou alors le mot cloué au sol pour les compagnies aériennes défuntes a du sens. Et là, vous en avez effectivement pour une vingtaine de milliards de francs. Donc, vous voyez, il y a... en discutant, on aurait peut-être pu cerner certains types de problèmes qui effectivement correspondent à des réalités de la maison. On porte ces vieilles factures des compagnies aériennes défuntes. Vous me direz, il y a des compagnies aériennes européennes ou américaines qui meurent et qui peuvent nous laisser des ardoises. Et c'est vrai que par rapport aux liquidations judiciaires, on a des avocats qui se présentent pour les liquidations judiciaires. On n'est pas des créanciers prioritaires, hein. C'est d'abord le personnel, les organismes de sécurité sociale, etc. Mais on essaye toujours de récupérer. Mais quand les compagnies portent le pavillon national, notre statut international, inter-État, fait qu'on a toujours eu une difficulté ou une pudeur à traiter ce problème. Sauf que maintenant, d'un point de vue comptable dans nos comptes, c'est vrai que c'est un peu désordre, donc on va en parler au ministre et on va leur dire, écoutez, vous inquiétez pas, il y en a à peu près pour tout le monde et il faut qu'on se remette à jour parce qu'on est quand même dans une comptabilité de type commercial, donc il ne faut pas la jouer en international. La relance des mécanismes de contrôle et d'inspection du directeur général. Alors effectivement, vous avez 2 procès au pénal à Dakar, on n'en dit rien, ça concerne 2 cadres dirigeants. Sachez également, transparence, on a un cadre dirigeant à Bangui qui a été remercié. On l'a remplacé par un expatrié qui est venu du Burkina Faso d'ailleurs, parce que c'était peut-être pas plus mal, c'est très difficile le Centrafrique. Hein. Il faut être en empathie aussi avec nos amis centrafricains, mais finalement quelque part on s'est dit, le représentant de Ouagadougou, on va l'envoyer là-bas, un expatrié burkinabé pour remettre à jour et à niveau le système aérien de Bangui, qui est d'ailleurs crucial pour la survie du pays, il faut le faire. Et ça s'est fait en début d'année, j'ai vu le DG à Paris, on a conféré, on s'est même vu à l'aéroport Charles de Gaulle, au bistrot du départ, on a bu le café en regardant tous les travaux de M. Yoc ici présent. Je lui dis, écoutez, allez-y, voyez le ministre, mais faites une transaction et dites-lui de reconnaître ses torts, et puis on va le faire sortir. Et on a regardé, il y a ça et ça, qui sont des preuves irréfutables. Alors, il y a des tas d'explications sur Bangui, mais on moralise l'affaire, et donc vous voyez, 3 cadres dirigeants ont été épinglés. Ces histoires-là, c'est des millions, hein. C'est pas des milliards, c'est des millions les fraudes. Ben, sinon on serait mort depuis longtemps, hein. Faut pas non plus... Il y a quand même... faut rester lucide. Mais enfin, même des millions c'est trop. On est un service public. Si le directeur général est passionné, si on a été choqué et qu'on ne surréagit pas, parce que c'est bien de réagir et de vous donner l'info, si on a été choqué, c'est parce qu'il y a quand même 6000 personnes à l'article 2, plus 3000 autres, qui l'ont pris dans la figure. Donc on doit aussi protéger nos personnels, protéger moralement, parce que il faut que tout le monde soit irréprochable, on est bien d'accord. Donc voilà en gros ce que je voulais vous dire. On prend encore les autres questions, je ne sais pas quelle heure il est par rapport au foot, mais on ne va pas non plus vous empêcher de voir le match, mais on ne va pas se défiler, on est là pour répondre à d'autres questions. À vous. Monsieur le Président, un dernier élément, parce que la presse sénégalaise aussi s'est intéressée aux situations, notamment de détournement. Il y a eu quelques articles qui ont apparu. Oui, il y a eu des vrais problèmes. Entre 2017 et maintenant, il n'y a pas moins de 15 cadres qui ont fait soit des tentatives de fraude, soit des fraudes avérées, et qui sont tous soit licenciés, soit en prison. Sans exception. Oh, le mot cadre ne veut pas dire dirigeant, rassurez-nous. Oui, quand j'ai dit cadre... Combien de cadres? Alors, les cadres de dirigeants, c'est 3. Voilà, c'est les 3 que je vous ai donnés. Ça, c'est les plus hauts. Maintenant, les cadres, ce ne sont pas des cadres dirigeants, mais c'est des cadres. Il y en a 5. Donc, attendez, 3 cadres dirigeants, ça veut dire 1,8% de l'effectif. Voilà. Quand même.
Et puis des agents simples qui font de petites fraudes, on en a tapé 8. Voilà, c'est pour dire que la SECNA sévit. Elle a une tradition d'agir. Mais comprenez la SECNA également. La SECNA, c'est une institution qui a un caractère diplomatique. C'est une institution publique internationale. Elle a un statut diplomatique dans chacun des États. Donc beaucoup de choses se passent à l'intérieur de la SECNA, mais nous sommes obligés de garder cette discrétion nécessaire aux diplomates. Tous les expatriés qui sont à Dakar sont titulaires de passeports diplomatiques de leur pays. Tous les cadres à SECNA que j'affecte dans les autres pays ont un statut diplomatique dans les pays hôtes. Donc nous faisons beaucoup de choses, mais nous les faisons comme le font les institutions diplomatiques, en silence. Mais les décisions sont prises. Ça, je peux vous assurer que des décisions sévères sont prises lorsque les situations sont avérées. Donc je voudrais rassurer sur ce phénomène. Bien entendu, aujourd'hui en Afrique, beaucoup d'organisations ne comprennent pas que la SECNA soit une institution à statut diplomatique. Pourquoi les États ont donné le statut diplomatique à la SECNA? C'est important de le savoir. Parce que, comme l'a dit le président du conseil d'administration, sur les 16 millions de kilomètres carrés que nous gérons, il n'y a pas de frontières. C'est donc des États, 18 États, qui ont décidé de transférer la gestion de leur souveraineté à la SECNA. C'est parce que la SECNA gère la souveraineté qu'elle a eu ce statut diplomatique. C'est très important à comprendre. Et je pense que nous, depuis 2013 maintenant, nous sommes rentrés dans la phase de mise en œuvre de ce statut diplomatique un peu partout. D'ailleurs, je rêve de créer une cité diplomatique ici à Dakar, parce que c'est ici que se retrouve le siège de la SECNA depuis 1974. Donc peut-être pour conclure, s'il n'y a pas de questions, c'est pour vous rassurer sur la santé de la SECNA, sur sa capacité technique avérée, rien que par l'année dernière, les diplômes délivrés par l'organisme technique de l'OACI qui s'appelle le TCD, qui a reconnu les performances techniques de la SECNA et lui a délivré un diplôme pour cela qui se trouve très bien accroché dans mon bureau actuellement. Et je peux vous assurer que l'ensemble des agents de la SECNA sont très fiers d'avoir été reconnus par la communauté internationale comme une organisation sérieuse, comme une organisation qui gère de manière coordonnée des espaces aussi vastes, 16 millions de kilomètres carrés. En dehors du Canada, qui gère le Canada plus la partie arctique, aucun opérateur ne gère un espace aussi vaste que la SECNA. Et aucun organisme ne regroupe autant d'États que la SECNA. Donc, mesdames et messieurs les journalistes, j'espère avoir partagé avec vous un sujet extrêmement important. Sachez que la sécurité n'a pas de prix. La sécurité, particulièrement de l'aviation civile. On peut continuer à prier Dieu. Ça fait 60 ans que nous gérons les espaces aériens de ces pays et ça fait 60 ans que nous n'avons pas eu un accident dont la SECNA est responsable. Donc ce n'est pas aujourd'hui seulement que nous sommes compétents, nous avons été compétents depuis 1959. Rares sont des fournisseurs de services aériens qui peuvent vous dire que pendant 60 ans j'ai géré sans accident. En tout cas qui relève de ma responsabilité. La SECNA peut le dire avec fierté. Et notamment avec fierté pour surtout ceux qui nous ont précédés. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des moyens considérables qui nous permettent de mieux gérer. Mais imaginez nos aînés. Ils n'avaient que leur strip, ça veut dire les papiers sur lesquels ils écrivaient des choses, et leur micro. Aujourd'hui, nous n'avons pas que le micro, que le strip. Aujourd'hui, nous avons des ordinateurs, nous avons des systèmes comme celui que vous avez vu là, où ce sont des satellites qui nous donnent l'information instantanément. C'est en temps réel. Tout à l'heure, les avions que vous voyez voler là, ce sont des avions réels qui volaient justement au moment où vous les regardiez. Vous imaginez donc la chance que nous avons aujourd'hui. La technologie est quelque chose d'extraordinaire, c'est que toutes les études sont faites par des ingénieurs à SECNA. Comme vous savez, nous sommes l'un des rares organismes au monde qui dispose de sa propre ingénierie. Ce schéma que vous voyez là, c'est un schéma fait par les ingénieurs à SECNA. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut simplement prier Dieu pour qu'il nous donne la capacité de faire mieux que ce que nous avons fait jusqu'ici. Merci bien. Merci Monsieur le Directeur Général, remerciements en version froide, merci de vous intéresser à nous. On vous devra toujours des comptes, n'hésitez jamais
à en demander. On vous donne rendez-vous pour le 60e anniversaire. Là, vous aurez l'occasion, avec les ministres, avec le chef de l'État, de vous intéresser aux évolutions stratégiques. Qu'est-ce que ce sera que la SECNA à son 70e anniversaire? La technologie va très vite, ça nous oblige à bouger. C'est pas évident, hein, entre les vies humaines qui vont leur temps et toutes ces machines qui ont des durées de vie de 5 ou 10 ans, mais il faut gérer les évolutions en parallèle. En tout cas, on a peut-être un statut diplomatique, mais on a l'obligation d'être transparent et de vous rendre compte. Donc, vous serez toujours les bienvenus pour nous demander des explications, et on essaiera donc de perpétuer une tradition de conférence de presse, parce que distribuer du papier glacé c'est bien, mais il vaut mieux quand même répondre aux questions plutôt que distribuer seulement du papier glacé. Je vous remercie beaucoup et je souhaite que le meilleur gagne, et vous savez à qui je pense.